Coup d'œil sur les grandes invasions. Vous avez à votre disposition deux documents que nous allons commenter pour cette première leçon. Le premier document est une carte de l'Empire romain à la mort de Théodose, c'est-à-dire en l'an 395 après Jésus-Christ. Nous sommes à cette époque au bas empire romain, c'est-à-dire après la première grande crise de l'Empire qui a eu lieu au IIIe siècle de notre ère. Lors de cette crise, l'Empire romain a été envahi une première fois par de nombreux peuples barbares. Le rétablissement a été extrêmement difficile. En effet, l'armée romaine était cantonnée le long de la frontière, notamment sur le Rhin et le Danube. Mais il n'y avait pas de troupes à l'intérieur de l'Empire. Si bien qu'une fois franchi l'obstacle de la frontière, du limes en latin, les barbares ont pu se répandre librement à l'intérieur de l'Empire. Le véritable rétablissement date de la fin du IIIe siècle et du début du IVe avec l'empereur Dioclétien 284-305. Cet empereur, en effet, établit le régime appelé tétrarchie, c'est-à-dire qu'il subdivise en deux l'Empire romain, en Orient et en Occident. Vous voyez d'ailleurs sur la carte la limite des deux empires qui va quasiment devenir définitive à partir de cette époque. Il y aura donc deux empereurs. Dioclétien conserve pour lui l'Orient et cède l'Occident à son collègue Maximien, appelé Auguste. Et comme ce n'est pas suffisant, chacun des Augustes s'adjoint un César et qui l'aidera dans l'administration de sa partie de l'Empire. Le César sera Galère pour l'Orient, à côté de Dioclétien, et Constance Chlore pour l'Occident, à côté de Maximien. C'est aussi Dioclétien qui établit les divisions administratives qui figurent sur votre carte. À partir du sommet, vous avez en dessous des empereurs les trois préfectures du prétoire, d'Orient, d'Italie, Afrique et des Gaules. Elles sont indiquées en légende. En dessous, vous avez 15 diocèses qui sont de grandes circonscriptions, marquées sur la carte en gros chiffres romains. Par exemple, vous avez le diocèse numéro 13 qui correspond à la Gaule, et en fait à la Gaule du Nord, et le diocèse numéro 14 qui correspond à la Gaule du Sud, au sud de la Loire. Quant au diocèse numéro 15, il correspond à la péninsule ibérique. Il ne faut pas confondre ces diocèses avec les diocèses ecclésiastiques dont nous parlerons tout à l'heure. En dessous des grands diocèses, vous avez 117 provinces qui résultent de la subdivision des anciennes provinces du Haut-Empire. Prenons quelques exemples. En Gaule en particulier, vous aviez une grande province appelée Lugdunensis, comme cela figure sur la carte. En français, lyonnaise, à partir de la ville de Lyon, bien entendu, qui était la capitale des Gaules. Cette province est subdivisée en 4 nouvelles provinces. Première lyonnaise, c'est la région au nord de Lyon. Deuxième lyonnaise, c'est la province qui correspond à peu près à la Normandie actuelle, avec Rouen pour capitale. Troisième lyonnaise, c'est la province qui correspond à la Bretagne et au pays de Loire actuel, avec Tours comme capitale. Quatrième lyonnaise, c'est en fait la Sénonia, autrement dit la province de Sens, avec la ville de Sens pour capitale, qui comprend notamment la ville de Paris, entre autres villes. De même, l'ancienne province de Belgique est subdivisée en Belgique première, avec Trèves comme capitale, et en Belgique seconde, avec Reims comme capitale. Vous pouvez regarder d'autres exemples figurant sur la carte. En bas de la hiérarchie, vous avez les cités,
qui sont installés autour d'une ville. La cité, à cette époque, civitas en latin, c'est à la fois la ville et le territoire dépendant de cette ville. Voici donc la structure administrative qui va durer à travers tout le Moyen Âge par le biais de l'organisation ecclésiastique, car l'Église catholique va adopter ces structures administratives. Et justement, l'un des grands phénomènes qui caractérise le IVe siècle, c'est la conversion d'une grande partie de la population de l'Empire au christianisme et la conversion des empereurs eux-mêmes qui vont faire petit à petit de la nouvelle religion la religion officielle de l'Empire romain. À cet égard, un empereur a joué un rôle fondamental. Il s'agit de l'empereur Constantin. Un mot sur cet empereur. C'est le fils de Constance Chlore, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est proclamé Auguste par ses légions en 306 et l'emporte sur son collègue Maxence en 312 à la bataille du pont Milvius. Aussitôt après sa victoire, il décide de tolérer le christianisme et il apparaît à partir de ce moment comme le champion du christianisme, même si sa conversion personnelle est un petit peu sujette à caution. En 324, il devient seul empereur et c'est lui qui réunit en 325 le concile de Nicée, c'est-à-dire une réunion de tous les évêques. En 330, il fonde une nouvelle capitale en Orient, à Constantinople, et il meurt en 337. La structure de l'Église va donc être calquée sur celle de l'administration romaine. Quelques exemples. Au sommet, vous avez le concile œcuménique, tel celui de Nicée dont j'ai parlé tout à l'heure. À partir de Constantin, il est généralement présidé par l'empereur. C'est théoriquement la réunion de tous les évêques et c'est l'autorité suprême de l'Église. Ensuite, vous avez des patriarcats, dont celui de Rome, mais aussi celui de Jérusalem, celui d'Antioche, celui d'Alexandrie, celui de Constantinople. Le patriarche de Rome, autrement dit le pape, a néanmoins une certaine primauté sur les autres, du fait que la ville de Rome est la ville fondatrice de l'Empire, du fait aussi que le chef des apôtres, Saint Pierre, est venu mourir à Rome et a été en quelque sorte le premier évêque de Rome. Mais la supériorité du pape s'arrête là. Au niveau inférieur, vous avez des évêques métropolitains qui s'installent dans chaque province romaine. Pour reprendre les mêmes exemples que tout à l'heure, pour la deuxième lyonnaise, vous avez un métropolitain à Rouen, vous en avez un autre à Tours pour la troisième province, un troisième à Sens pour la Sénonia, un quatrième à Lyon. Et de même, dans les provinces de Belgique, vous en avez un à Trèves, un autre à Reims. Ces évêques métropolitains sont des archevêques, si vous voulez, et ils ont une certaine autorité sur les simples évêques. Les simples évêques sont installés dans les cités. Il y a par exemple 60 cités en Gaule qui correspondent au territoire des anciens peuples gaulois. Prenons quelques exemples locaux. Vous avez notamment la cité des Viducas au Haut-Empire avec Vieux comme capitale, Are Genuae en gallo-romain. De même, la cité des Bajocas, avec Bayeux comme capitale, la cité des Lexovii, avec Lisieux comme capitale. Bayeux et Lisieux vont justement recevoir des évêques. De même que dans la province de deuxième lyonnaise, les villes de Rouen bien sûr, d'Évreux, de Sées, de Coutances et d'Avranches.
En revanche, l'ancienne ville de Vieux ne va pas recevoir un évêque, c'est qu'elle ne s'est pas rétablie véritablement après la tourmente des invasions du IIIe siècle. L'Église de cette époque s'installe donc dans les circonscriptions administratives héritées de l'Empire romain. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, elle va les maintenir jusqu'à la fin du Moyen-Âge et au-delà. Mais l'Église est confrontée à plusieurs problèmes, en particulier celui des hérésies. La doctrine officielle n'est pas acceptée par tous. C'est le cas en particulier de la doctrine appelée arianisme, dont le fondateur est Arius, un Égyptien. Cette doctrine est condamnée au concile de Nicée de 325. Mais elle s'est répandue abondamment dans le monde barbare. Un mot maintenant sur ce monde barbare qui, au IVe siècle, se presse aux portes de l'Empire tout au long du Limès, de cette frontière très fortifiée qui suit notamment en Gaule les fleuves du Rhin et du Danube. On ne sait pas grand-chose sur l'origine des Germains, mais la plupart des historiens sont d'accord pour reconnaître que la plupart des peuples germaniques viennent probablement de Scandinavie. Ceux qui sont les mieux connus à cette époque sont les Saxons, vous le voyez sur la carte, ils sont installés au nord de l'Empire, près de la mer du Nord, et c'est un peuple de marins. De même, vous avez les Vandales, qui sont subdivisés en deux groupes, vous le voyez sur la carte, Vandales Silignes et Vandales Asdignes. Vous avez également les Francs, installés tout près de la frontière du Rhin, les Lombards, qui sont partis du nord de la Germanie pour aboutir à la frontière du Danube, et enfin les Goths, qui sont de façon certaine, quant à eux, originaires de Scandinavie, qui ont traversé toute l'Europe orientale pour aboutir à la mer Noire, où ils sont subdivisés en deux groupes, à l'est les Ostrogoths, qui figurent sur votre carte, et à l'ouest, ils n'y figurent pas, les Visigoths. J'ai parlé des premières invasions du IIIe siècle. Il y a eu un répit d'environ un siècle entre la fin du IIIe siècle et la fin du IVe siècle. Mais à cette époque arrive un nouveau peuple barbare qui n'a rien à voir avec le monde germanique, un peuple qui fait peur à tout le monde. Il s'agit des Huns. Ils arrivent pour la première fois vers 370. Et leurs premières victimes sont justement les Goths. Ils détruisent le royaume des Ostrogoths, et quant aux Visigoths, ils sont obligés, pour leur échapper, de demander l'asile à l'empereur d'Orient Valens. En 377, ils pénètrent donc dans l'Empire. Leur installation va se faire dans de mauvaises conditions. Il va y avoir une bataille, celle d'Andrinople, qui est remportée par les Visigoths contre les Romains. Et l'empereur est tué. C'est donc une date symbolique qui va beaucoup marquer les contemporains. Mais la grande poussée des barbares a lieu quelques années plus tard, au début du Ve siècle, exactement en 407. Nous allons examiner maintenant le deuxième document, la carte des royaumes barbares au VIe siècle, qui nous montre la situation après environ un siècle de pénétration germanique dans l'ancien empire romain. Regardons la carte en partant du nord. Vous avez d'abord le cas de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a surtout été en but aux attaques des Saxons. Car les Saxons, je vous le rappelle, sont un peuple de marins. Et comme l'autorité romaine a très peu défendu la Grande-Bretagne,
Les Saxons s'y sont installés assez facilement à partir de la deuxième moitié du Ve siècle. La romanité, la civilisation romaine, a disparu presque complètement. La langue latine, par exemple, est abandonnée en Grande-Bretagne. Même les villes sont abandonnées. Et le christianisme disparaît complètement. Quant aux Bretons, ils sont refoulés vers l'ouest, et comme la place n'est pas suffisante, beaucoup d'entre eux sont obligés de quitter l'île pour venir sur le continent, et en particulier en Armorique. C'est l'origine de notre Bretagne actuelle. Les peuples envahisseurs, je vous le disais, sont les Saxons, mais aussi les Angles. Il est assez difficile de distinguer la part des uns et celle des autres. Ils ne vont pas former deux royaumes uniques, mais 7 ou 8 royaumes à caractère tribal. Deuxième exemple, c'est celui de la Gaule. Vous le voyez sur la carte, au début du VIe siècle, l'unité n'est pas faite, puisque vous avez encore 3 royaumes qui se partagent la Gaule. Au nord, le royaume franc, dont nous parlerons dans la prochaine cassette. Au centre, le royaume burgonde. Au sud, le royaume wisigoth. Jusqu'en 507, le royaume wisigoth s'étendait d'ailleurs beaucoup plus au nord, jusqu'à la Loire. Les Wisigoths possèdent également la plus grande partie de la péninsule ibérique. Leur nouvelle capitale, après leur défaite de 507, est Tolède, après Toulouse. Mais il subsiste encore un petit royaume suève. Les Wisigoths sont ariens, tout comme les Burgondes. Voyons maintenant le cas de l'Afrique. L'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, a été envahie par les Vandales, peuple qui a participé à la grande invasion de 407, à partir de 429. Il a fallu que les Vandales se fassent marins pour passer le détroit de Gibraltar en 429. À partir de ce moment, ils ont établi un royaume dans une partie de l'Afrique du Nord avec Carthage comme capitale, et leur régime fut très dur pour les populations locales. Ils ont continué à utiliser la flotte qu'ils avaient constituée pour pratiquer la piraterie en Méditerranée occidentale. Ils se sont d'ailleurs emparés des îles de la Méditerranée occidentale, vous le voyez sur la carte, Corse, Sardaigne, Baléares, autant de points de départ pour leurs expéditions de pillage, dont la plus célèbre est le pillage de Rome en 455. Pendant toute cette période, le roi des Vandales est le célèbre Genséric. Enfin, le cas de l'Italie. L'Italie était bien entendu le centre de l'Empire romain d'Occident, mais à partir du Ve siècle, et surtout à partir du milieu du Ve siècle, l'autorité des empereurs est réduite à peu de choses. Et ce sont souvent des barbares qui font la loi en tant que chefs de ce qui reste de l'armée romaine. C'est le cas en particulier du barbare Ricimer qui domine ce qui reste d'empire à partir du milieu du Ve siècle. On l'appelle d'ailleurs le faiseur d'empereurs. Ces empereurs défilent très rapidement, ce ne sont plus que des fantoches. Ricimer meurt en 472. La succession est prise par un Romain de Pannonie appelé Oreste. Il rassemble des débris de l'armée d'Attila d'ailleurs pour les mettre au service de l'Empire en Italie. Il devient maître de la milice, c'est-à-dire chef suprême de ce qui reste d'armée romaine. Il sait que le poste d'empereur est très difficile, si bien qu'il ne prend pas le pouvoir pour lui-même, mais installe sur le trône son propre fils de 13-14 ans, Romulus,
qu'on appelle Romulus Augustule par dérision. Ceci se passe en 475 et le pouvoir d'Augustule ne va pas durer longtemps puisque dès 476, un autre barbare, le skyre Odoacre, va renverser Romulus et d'ailleurs tuer son père. Il renvoie à l'empereur d'Orient, l'empereur de Constantinople, car l'empire d'Orient est toujours solide. Il lui renvoie donc les insignes impériaux. Ce geste est apparu aux contemporains comme un simple fait divers et non comme la fin de l'empire. En droit, il s'agissait d'une simple réunification de l'empire au profit de Zénon, empereur d'Orient. Zénon a d'ailleurs accordé à Odoacre le titre de patrice qu'avaient porté avant lui Ricimère et Oreste. Mais bientôt, Odoacre va déplaire à Zénon. Et Zénon va chercher à s'en débarrasser. Seulement, il n'a pas les moyens militaires d'envoyer une expédition vers l'Occident. Il lui faut donc agir comme l'ont fait avant lui la plupart des empereurs romains, c'est-à-dire s'allier à des barbares. C'est ainsi que, au milieu du Ve siècle, par exemple, l'empereur Valentinien III avait réuni sous l'autorité d'Aetius une armée composée essentiellement de barbares et notamment de Wisigoths pour battre la redoutable armée d'Attila dans la célèbre bataille des Champs Cataloniques en 451. La disparition du danger 1 n'avait pas permis de rétablir l'empire et Zénon se trouve, toute proportion gardée, à peu près dans la même situation que son prédécesseur d'Occident. Il va donc se tourner vers un peuple de barbares qu'il a sous la main en quelque sorte. Il s'agit des Ostrogoths, qui menaçaient à cette époque Constantinople. Or, le roi des Ostrogoths, Théodoric, qu'on appelle Théodoric le Grand, pour le distinguer d'autres personnages du même nom, avait été otage à Constantinople de 8 à 17 ans. Autrement dit, il avait acquis une culture gréco-romaine très supérieure à celle de ses collègues rois barbares. D'autre part, c'était l'homme de la situation, car il était ennemi héréditaire d'Odoacre. En allant combattre Odoacre, il poursuivait donc une sorte de vendetta familiale. En 488, alors que les Ostrogoths de Théodoric menacent Constantinople, Zénon s'accorde avec eux. Il donne à Théodoric le titre de patrice et maître de la milice, à charge de conquérir l'Italie et de la gouverner au nom de l'empereur. En 489, effectivement, Odoacre subit 2 défaites, mais il va s'enfermer dans Ravenne, ville située dans l'estuaire du Pô et qui est quasiment imprenable. Bien qu'elle soit bloquée du côté de la mer par une flotte byzantine, Théodoric n'arrive pas à s'en emparer. Il est obligé d'employer la ruse et en 493, il obtient la capitulation d'Odoacre, mais Odoacre est mis à mort avec sa famille et ses lieutenants. C'est donc l'établissement en Italie d'un nouveau royaume, car bien sûr, Théodoric agit pour lui-même. Ce royaume est assez remarquable. Vous voyez sur la carte qu'il est très étendu, puisqu'il comprend non seulement l'Italie, mais également la Pannonie, la Yougoslavie actuelle, c'est-à-dire la Dalmatie de l'époque en grande partie, et également la Provence. Il est remarquable surtout à cause de la personnalité de Théodoric le Grand. C'est un esprit, je vous le disais tout à l'heure, très supérieur à celui des autres rois barbares. Il va d'ailleurs exercer une sorte de magistère moral sur ces autres rois.
son principal conseiller, d'ailleurs un excellent écrivain latin, Cassiodore. Il va maintenir l'aristocratie et l'administration romaine telles qu'elles existaient à l'époque impériale. Et il va instaurer un système qu'on appelle dualiste, c'est-à-dire deux administrations parallèles, l'une pour les Romains et l'autre pour les barbares. Théodoric le Grand meurt en 526. Mais le régime instauré par lui, et très favorable aux populations romaines, ne va pas durer. Car en 535, l'empereur d'Orient Justinien entreprend de reconquérir l'Italie après avoir reconquis l'Afrique du Nord sur les Vandales. Les Ostrogoths vont résister et c'est une terrible guerre de 18 ans qui va complètement ravager l'Italie. Au terme de cette reconquête, en 553, l'Italie est donc à nouveau romaine, du moins byzantine. Et Justinien, qui a régné de 527 à 565, Justinien et sa femme Théodora, qui a joué un rôle très important dans toute cette affaire, grâce à leurs généraux Bélisaire et Narcisse, Justinien donc a reconstitué en partie l'ancien empire, puisque l'empire romain d'Orient intact, qu'on appelle à partir de cette époque l'empire byzantin, de l'ancien nom de Constantinople, donc à l'empire byzantin intact va s'adjoindre pour un temps l'Italie, la Dalmatie, la Pannonie et l'Afrique du Nord. Seule la Gaule, l'Espagne, la Grande-Bretagne échappent encore au pouvoir de Justinien. Mais cette reconquête ne va pas durer longtemps, car un autre peuple barbare qui attend en quelque sorte sur les rives du Danube va profiter des circonstances et après quelques années, en 568, ce sont les Lombards, vous voyez sur la carte leur établissement, ce sont les Lombards qui vont s'emparer de l'Italie. Ils ne réussiront pas d'ailleurs à conquérir toute l'Italie. Les Byzantins vont se maintenir, en particulier à Ravenne, ville imprenable encore une fois, et dans le sud de l'Italie. Mais ils vont s'établir dans tout le nord et fonder une nouvelle capitale à Pavie. Or, le régime des Lombards est extrêmement dur pour les populations locales et tout à fait comparable à celui que les Vandales avaient établi en Afrique du Nord. C'est-à-dire que les Lombards massacrent les élites, l'aristocratie essentiellement, confisquent les biens et on assiste à une véritable barbarisation des mœurs. Un mot de conclusion. L'Occident est complètement transformé à l'issue de ces invasions. À l'Empire a succédé un autre monde. Mais dans cette nouvelle civilisation qui s'élabore, des éléments romains subsistent de façon très importante. C'est d'abord le cas de la langue latine qui va survivre dans la plupart des régions. Et c'est le cas aussi de la religion catholique qui va se maintenir et qui va permettre de conserver beaucoup d'éléments. Mais dans cette nouvelle civilisation, on trouve également des éléments venus du monde germanique. C'est en particulier une civilisation fondée sur la lutte armée. L'idéal de l'aristocratie, c'est l'idéal du guerrier qu'on va retrouver tout au long du Moyen Âge.